Donc on a gardé le meilleur pour la fin. On va lui mettre la pression. Donc Marc Bourlière va nous parler du bilan de l'utilisation des antiviraux à action directe. Merci Nabil, c'est pas du tout le meilleur pour la fin. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui ont déjà été dites par à la fois Gilles et Karine, et donc je vais faire le bilan d'utilisation des antiviraux directs dans l'hépatite B. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, les traitements d'hépatite B à notre disposition, et là je vous ai mis sur ces diapositives les traitements de dernière génération, Solvelv, Zépatir, Glépib et les trithérapies qui sont des traitements de rescue, sont très efficace, et cette efficacité est confirmée aussi par toutes les cohortes de vraie vie qui ont toutes atteint l'objectif d'une réponse virologique, d'une guérison dans plus de 95% des cas. Donc globalement on est là, et les génériques aussi sont efficaces. Ça, la première étude qui a été faite, Rédemption, qui a été faite il y a 3 ans à partir d'un registre australien, a bien montré qu'avec les traitements Sofdac et Sofled, on avait la même efficacité que ce qu'on avait dans les études Princep. Et là je vous ai repris sur cette diapositive toutes les études sur les génériques qui ont été publiées depuis maintenant 5 ans, et vous voyez que quels que soient les génériques utilisés ou les molécules, on a exactement la même efficacité avec des effectifs de patients qui sont parfois très importants. Vous voyez 11 000 dans l'étude de Dinam sur Sofdac. Donc guérissement. Pour l'hépatite C, le problème est simple, puisque globalement, en termes d'efficacité des moyens thérapeutiques, on est capable aujourd'hui de guérir 99,8% des gens avec les traitements de rescue, c'est-à-dire qu'on est capable de guérir quasiment tous les patients et donc il n'y a plus de problème particulier. Le bénéfice de ces traitements, c'est qu'en effet, en termes d'effets secondaires, il n'y a pas de problème d'effets secondaires. Vous voyez qu'en termes, là j'ai repris tous les effets secondaires rapportés dans les études de phase 3, et vous voyez que globalement, on a très peu d'effets désirables graves et on a une très bonne tolérance de l'ensemble de ces traitements. On a quelques particularités qu'on a pu mettre en évidence, notamment grâce aux cohortes, et ça c'est ce qu'on a mis en évidence dans la cohorte hépataire. On a vu observer des troubles du rythme par des associations thérapeutiques particulières, notamment celle du sofosbuvir avec l'amiodarone, qui en a fait donc une contre-indication. En termes de qualité de vie, les traitements ont évidemment un bénéfice qui est évident, c'est-à-dire qu'on a une amélioration des qualités de vie. Alors ça, c'est une étude qu'on a faite chez les Français, c'est intéressant parce qu'on a voulu voir si la qualité de vie des Français était différente des autres, et c'est en effet le cas, c'est-à-dire que les Français sont toujours moins bien que les Américains, mais par contre l'amélioration se fait exactement de la même façon dans tous les sens. Et c'est normal parce que pour un Français, vous n'allez jamais bien, vous allez pas mal. Et une fille est jamais magnifique, mais elle est pas mal. Chez les Américains, c'est différent. Donc c'est vraiment lié culturellement à quelque chose. Et cette étude qu'on a faite avec Patrice était intéressante parce qu'on voulait montrer qu'il y avait des différences culturelles. Mais la qualité de vie, le bénéfice, il est là. En termes de bénéfices associés sur le plan du bénéfice des maladies, sur les maladies hépatiques et extra-hépatiques, il y a eu des grandes discussions sur l'incidence du CHC, mais vous voyez que dans la cohorte hépataire, ce qu'on a observé, puisque la cohorte hépataire a eu la chance, au moment où elle a enrôlé les patients, d'enrôler des patients qui pouvaient être traités et d'autres qui n'ont pas pu être traités immédiatement. Et donc on a eu 2 groupes de patients, et donc vous voyez qu'en termes d'amélioration de la mortalité, on a un bénéfice qui est évident, et en termes d'hépatocarcinome, si vous regardez en termes de chiffres bruts, bien évidemment il y a plus de cancer quand vous traitez les gens par AAD, simplement parce que vous traitez des gens qui sont beaucoup plus graves. Mais si vous les adaptez et si vous les stratifiez en fonction des différents facteurs de risque, vous voyez qu'il y a un bénéfice évident avec une réduction de près de 40% du risque de survenue de CHC quand on est guéri par AVD. Et ce bénéfice est aussi vrai pour la décompensation de la maladie hépatique, pour les infections bactériennes et les maladies cardiovasculaires. Et chose plus fondamentale encore, on a pu démontrer que le fait de guérir ces patients d'hépatite C, eh bien, on pouvait dans certaines situations avoir une réversibilité de la cirrhose et donc de faire revenir des gens à un état qui les mettait quelque part en protection par rapport au risque de cancer, et évidemment en termes d'évolution. Et la traduction clinique de tout ça, ça a été qu'en effet, quand on regarde le registre européen de transplantation, eh bien vous voyez en bleu que les patients qui ont comme indication de transplantation une décompensation de leur maladie liée au virus C a complètement diminué depuis l'introduction des antiviraux directs, et actuellement la première raison de transplantation du foie en Europe reste la transplantation pour cirrhose alcoolique, et vous voyez que la transplantation pour NASH est en train de monter, alors qu'aux États-Unis, c'est cette année, en 2019, la première indications de transplantation sont les cirrhoses liées à la statohépatite et au diabète.
Donc les bénéfices sont là, et ces bénéfices sont là aussi au niveau extra-hépatique, puisqu'en termes de diminution des syndromes coronariens aigus, d'insuffisance rénale ou des AVC ischémiques, eh bien, en fait, sur ces grandes cohortes américaines retenant plus de 1300 patients diabétiques et VHC, vous avez un bénéfice global, quels que soient les patients, de guérir l'hépatite C. En termes d'interaction entre hépatite C et hépatite B, il y a un petit risque de réactivation du virus B lorsque vous traitez un patient qui est à la fois co-infecté pour le B ou pour le C, mais qui, dans toutes les études, a conduit en fait à assez peu de conséquences. Il y a peu de patients qui ont été mis sous nuque, et simplement il faut être attentif à ça, et qu'en effet, si vous avez un patient qui a une réplication virale B, il faut s'intéresser à son traitement du B lorsque vous le traitez pour le C. Pour le risque de CHC lié aux antiviraux directs, la réponse elle est claire, c'est-à-dire qu'il y a une diminution liée au traitement du risque d'incidence de l'hépatocarcinome et une réduction qui globalement est à peu près de 25%. Et pour l'incidence de la récidive du CHC après un traitement curatif lorsqu'on guérit le virus C, eh bien là aussi on diminue le risque de récidive d'à peu près un même facteur. Alors, les traitements par antiviraux sont efficaces, bien tolérés, ils réduisent la mortalité, la morbidité hépatique et extra-hépatique. Le vrai problème, c'est toujours le dépistage, l'accès aux soins, le traitement et l'accès et le coût de ces traitements, et la prévention et les réductions des risques. Vous connaissez tous cette cascade de soins de l'hépatite C qui est valable partout, entre dépistage, traitement et prévention. On perd beaucoup de patients à la fois par rapport à l'ensemble de la population infectée, ceux qui sont dépistés et ceux qui arrivent et qui arrivent à un traitement, avec des objectifs OMS qui sont en effet ceux-là, c'est-à-dire qu'il faut screener plus de 90% de la population, il faut faire un ARN du virus C chez tout le monde, et il faut arriver à les faire entrer dans un soin pour plus de 80% des cas, de façon à obtenir une guérison chez la plupart des patients. Pour l'instant, il y a un seul pays qui a réalisé ça, c'est l'Islande. Alors l'Islande, c'est simple, hein, ils sont 200 000, il y a 800 hépatites C, ils les ont toutes guérites, et en plus, quand vous avez une hépatite C en Islande, vous devez déclarer obligatoirement votre hépatite C, donc ils ont un registre avec les noms, les prénoms, les numéros de téléphone des gens, donc c'est un moyen d'éradiquer l'hépatite C facile, mais c'est pas très compliqué. Il reste quand même 20 Islandais dans la rue, homeless, qu'ils n'arrivent pas à rattraper. Donc c'est quand même intéressant en 3 ans. Et pourtant l'Islande, il fait froid, hein, donc à un moment donné, ils sont quand même quelque part. Donc, mais ils ne désespèrent pas au sein de ce fantastique programme de récupérer ces 20 patients. Alors, en termes de dépistage, est-ce qu'on fait bien? Je vous ai pris l'exemple de la France pour montrer que la France fait mal. C'est-à-dire qu'on fait à peu près 4 millions de tests d'hépatite C par an dans notre pays, et souvent on les répète. Donc ça, c'est l'ensemble des laboratoires publics et privés. Alors, qui faut-il dépister? Alors, l'HAS n'est pas encore passé au dépistage universel, comme je disais à Gilles tout à l'heure. Et vous voyez que cette liste à la Prévert est extraordinaire, puisque si vous lisez en détail cette liste qui est compliquée sur cette diapositive, à peu près tout le monde a eu un facteur de risque dans sa vie d'hépatite C. Donc il faut arrêter, il faut arriver à faire un dépistage universel. C'est ce qu'a montré la modélisation de Sylvie Soffic-Durban. Et si vous regardez qu'est-ce qu'on fait en réalité en France, je vous ai mis sur la partie gauche de la diapositive, en fait, la prévalence de l'hépatite C selon l'âge. Et vous voyez que chez les femmes, en France, la plus haute prévalence de l'hépatite C est chez les femmes entre 60 et 80 ans. Et chez les hommes, c'est entre 40 et 60 ans. Vous regardez sur la partie droite de la diapositive ce que font les médecins en termes de dépistage année après année. Et vous voyez qu'on est complètement, on se plante, c'est-à-dire que chez les hommes, on dépiste à peu près les bonnes tranches d'âge, mais chez les femmes, c'est une vraie catastrophe. C'est-à-dire que toutes les femmes qui sont réellement concernées, eh bien, on ne les a pas dépistées. Et c'est pour ça qu'en fait, on continue à avoir des patients qu'on n'arrive pas à traiter. Et la conséquence de ça, c'est que le nombre de patients qui sont découverts positifs au fur et à mesure des années diminue. Alors ça diminue non pas parce qu'on est très bon et qu'on a traité les gens et parce qu'on les dépiste, mais surtout parce qu'on dépiste sans doute pas exactement les bonnes personnes. Et là, il y a beaucoup de progrès en termes d'information des professionnels de santé sur la manière de faire le dépistage. Et évidemment, en termes que société scientifique, la FEF s'appuie beaucoup sur le fait que l'étude de Sylvie Soffic-Durban montre bien qu'avec une prévalence faible comme celle de la France, eh bien, la stratégie la plus efficace, c'est quand même un dépistage universel.
Alors, le dépistage, il peut être amélioré, y compris dans vos pratiques. Moi, je me suis amusé dans mon hôpital à regarder quel était le dépistage de l'hépatite C. Eh bien, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que globalement, vous voyez qu'en dehors des services concernés par ça, infectiologie ou hépatologie, c'est à peu près 6% des patients simplement qui sont hospitalisés qui ont un dépistage de l'hépatite C. Et vous voyez que c'est très variable suivant les spécialités. Donc là, on a beaucoup de progrès à faire en termes d'information des médecins. Ensuite, le traitement, l'accès au traitement et les coûts. On a dit qu'on a 71 millions de personnes atteintes d'hépatite C dans le monde. Il y a 19% d'entre eux, 13 millions qui sont diagnostiqués. Et globalement, en 2017, on estime, ça c'est l'estimation de l'OMS, qu'on a 5 millions de patients qui ont été traités par antiviraux directs. Donc on est très loin des objectifs fixés pour 2030. Alors, une autre étude qui a été faite par Sylvie de Ficq-Durban a très bien montré que la meilleure stratégie pour aussi arriver à une diminution de morbidité et de mortalité, c'est de traiter tout le monde, traiter tous les patients, quel que soit leur stade. Alors vous remarquerez que dans cette étude, le seuil qui a été pris est un seuil de 5 ans. Pourquoi prendre un seuil de 5 ans? Parce que ça correspond en moyenne à la durée de mandat des parlementaires et des dirigeants. Et si on veut parler en fait à des politiques, il faut utiliser les mêmes stratégies qu'eux. C'est-à-dire que si on leur démontrer un bénéfice à 20 ans d'une maladie, ils s'en foutent puisqu'ils ne seront plus au pouvoir 20 ans après. Sauf dans certains pays où le pouvoir a tendance à rester très longtemps dans les mêmes mains. Mais ceux-là, ils s'en foutent encore plus parce que de toute façon, ça ne changera rien. Donc en fait, c'est vraiment un argument politique qui est important. Donc on a les armes, au moins scientifiques, pour leur montrer que c'est ça qu'il faut faire. Donc en France, on est à peu près arrivé à le faire. Donc ensuite, on a expliqué, donc on a fait un algorithme de prise en charge extrêmement simplifié pour que en fait, le traitement sorte complètement de la communauté hépatologique ou infectiologique et soit fait par tout le monde. Et on est arrivé à une prise en charge qui est ultra simplifiée. Malgré ce, en fait, au 1er août 2019, il nous reste encore, on a guéri à peu près 79 000 patients de l'hépatite C depuis l'arrivée des DA en 2014. Il nous en reste 94 600 à traiter. Et vous voyez qu'on est confronté au même problème que les Australiens, c'est-à-dire que si vous regardez année après année, on traite de moins en moins de gens parce qu'en effet, les gens sont dans la nature et on a un vrai problème qui est d'augmenter à la fois le dépistage et la prise en charge en dehors des structures dont on s'occupe. Alors l'accès au DA de façon globale dans le monde, eh bien en fait la plupart des pays avec soit des ressources faibles ou des ressources moyennes ont accès aux médicaments génériques actuellement et on peut accéder aux médicaments princeps. En termes des coûts, on en a parlé. Alors, les diapositives sur les coûts, c'est toujours un problème parce que c'est les coûts faciaux. Et globalement, ce n'est pas du tout ce qui est négocié dans chaque pays. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, les coûts ont tendance quand même à nettement diminuer. Et si vous voyez ce qui se passe en fait sur le prix du sofosbuvir, l'Edipasvir ou du Sofvelpa, eh bien, on a une tendance à avoir des prix qui sont différents et avec le temps qui diminuent au fur et à mesure des années. Et globalement, on peut arriver à des coûts comme les coûts égyptiens qui sont en effet l'un des plus bas du monde. Mais aussi au Pakistan, on a des choses intéressantes. Ce qui est important, c'est qu'il y a des accords de licence dans le monde pour le Dacla, le Ledi, le Sofosbuvir et le Patesvir, qui sont présents dans la plupart des pays maintenant à travers le monde. Et ça, c'est bien parce que ça va quand même globalement essayer de faciliter l'accès au traitement. Malgré ce, en fait, si je regarde le pourcentage de population traitée à travers le monde, on est à 2,2% pour la région Afrique en 2015. Donc, on est encore très loin des objectifs qu'on s'était fixés. Et vous voyez que les meilleures régions, en fait, c'est les régions, même en Europe. Hein, en Europe, on est à 4,9% des gens qui ont été traités. Donc, si on prend sur la région globale, et donc on a encore beaucoup de progrès à faire sur la prise en charge pour atteindre ces fameux objectifs de l'OMS. Si je parle maintenant en termes de prévention et de réduction de risques, là, c'est là où il y a encore beaucoup de progrès à réaliser dans la prévention. Si on regarde au niveau du don du sang, le contrôle VHC-VHB dans le monde en 2015, c'était simplement 97%, c'est-à-dire qu'il reste encore 3% des endroits dans le monde où on n'a pas un bon contrôle du VHC ou du VHB dans le don du sang. Si on prend la réutilisation de matériel d'injection, on est encore à 3,9% en 2017, toujours sur des données OMS. Et si on regarde en termes de prévention, de politique de réduction des risques, si on prend le nombre de seringues ou de kits d'injection par an qui sont proposés aux personnes usagers de drogue, vous voyez qu'en 2017, le nombre moyen était 33 seringues
par an et par personne usagée de drogue. Donc vous êtes sûr qu'avec ça, votre prévention va être quasi nulle. Et vous voyez sur cette diapositive, en termes de programme d'échange de seringues et en termes de traitement de substitution, eh bien, la plupart des zones dans le monde sont complètement en delà de ce qu'il faut faire. Et pour les nombres de seringues, vous voyez qu'on devrait être, si on devrait être réaliste, à au moins 400 seringues par an et par personne usagées de drogue. On est très loin de ce chiffre, à part les Australiens qui ont vraiment un bon programme avec en plus une capacité d'évaluation. Nous, en France, on est incapable d'évaluer le nombre de seringues qu'on distribue. Les Australiens, ils savent qu'ils ont distribué 53 775 024 seringues en 2018. Étonnant, les Australiens, d'une précision mathématique. Je me demande de temps en temps si c'est vrai, mais bon, ça marche. Et ça marche puisque, en fait, si vous avez un programme de prévention qui est bien fait, donc l'exemple australien, 400 kits injections par personne et par an, si vous traitez les patients, ce qui est le cas en Australie, vous voyez là l'évolution entre 2015 et 2018, on est parti de 11% des patients traités à 55% des patients traités, on parle là uniquement des populations usagées de drogue, et bien vous voyez que le pourcentage d'ARN virusé positif diminue drastiquement dans la population, donc vous avez bien là la preuve de l'efficacité de ces stratégies qui combinent à la fois les traitements largement diffusés avec des politiques de prévention qui sont largement développées. Alors, il reste encore beaucoup de choses à faire pour atteindre l'élimination. Le coût global d'une prise en charge globale des hépatites B et C est estimé à 6 milliards de dollars. Et en fait, vous voyez que ce qui a été dépensé en 2016 au niveau global, c'est 500 millions de dollars. Donc, en fait, si on veut vraiment faire les choses, il va falloir mettre de l'argent. Alors, il y a des pays qui ont un succès. Je pense que l'Égypte, avec plus de 30 millions de personnes testées et 2 millions de patients traités, est vraiment sur cette voie-là quand on est dans des pays largement concernés. Au Maroc, alors les chiffres donnés par l'OMS, alors ça, je suis curieux d'entendre mes collègues marocains parce que les Marocains, d'abord, sont les seuls à donner des chiffres à l'OMS. Il n'y a pas de chiffres sur l'Algérie, pas de chiffres sur la Tunisie, ou du moins le ministère de la Santé ne doit pas leur répondre. Et donc, au Maroc, c'était 6500 patients traités en 2016 contre 100 en 2015. Je ne sais pas exactement, parce que c'est les chiffres rapportés par l'OMS, mais comment on est arrivé à obtenir ces chiffres et est-ce que ça reflète vraiment l'image de ce qui se passe sur l'ensemble du territoire? C'est toujours un problème avec les données OMS qui sont présentées. Alors, si je reviens un peu sur les stratégies d'élimination qu'on peut essayer d'évaluer, le vrai problème que l'on a, c'est, à mon avis, le grand frein à toutes les stratégies d'élimination, c'est d'abord les soignants. Et les soignants, parce que c'est ceux qu'il faut arriver à motiver. Et motiver les soignants, c'est quelque chose de compliqué. En France, on a 489 XAPA, par exemple, qui s'occupent notamment de la prise en charge de l'hépatite C. Combien ont pour objectif zéro hépatite C? On n'en sait foutrement rien. Et on connaît uniquement les actions qui marchent. C'est toujours les mêmes et c'est toujours celles qui sont présentées. Mais globalement, ça nous pose un problème. Et pour les prisons, on a 188 prisons en France. Je pense qu'en prison, il y a un énorme travail qui a été fait depuis longtemps parce que globalement, les traitements en prison en France ont été faits dès l'époque de l'interféron et de la ribavirine. Et on a quand même traité des prisonniers avec des protéases de première génération, ce qui est un challenge compte tenu des effets secondaires. Mais alors là, c'est un autre problème des Français, c'est qu'on est incapable de reporter parce que les gens se battent entre eux. Donc globalement, il y a des tas de choses qui sont faites, mais on est incapable d'avoir des chiffres globaux qui témoignent de l'efficacité. Ce qu'ont les Australiens, et on sait que ça marche, parce que c'est un bon endroit pour vraiment s'occuper de stratégie. Et donc, si motiver les soignants est compliqué, je pense que l'autre challenge, c'est sensibiliser les populations. Et ça, je pense qu'au niveau global, si on veut, maintenant qu'on a les armes thérapeutiques pour le faire, vraiment arriver à faire les choses, c'est qu'il faut faire des vastes campagnes d'information et il faut expliquer à la population, il faut dépasser les soignants. C'est-à-dire qu'il faut obliger à ce que chaque individu dans la population se pose la question de est-ce que j'ai pu éventuellement être atteint par les hépatites, que ce soit pour l'hépatite B ou pour l'hépatite C, et aille demander à son médecin de faire des tests. Ça, c'est
c'est aussi un élément qui est important parce qu'on peut rêver que toutes les politiques du dépistage soient prises en charge par les pouvoirs publics, mais on sait bien que ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays et que ce n'est pas prêt de devenir. Donc le seul moyen d'essayer de dépasser ces différentes barrières, c'est d'avoir une communication qui soit extrêmement diffuse et extrêmement énorme afin d'essayer de motiver les gens. Et je voudrais revenir sur une campagne, on a fait une campagne en France, c'est SOS Hépatite qui l'a faite, sur l'hépatite C, et pour ça on a utilisé des spots télévisuels dans lesquels en fait il y avait un mec qui était complètement décalé, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une belle jeune femme qui vous dise « l'hépatite C est un problème important et je vais maintenant vous en parler », il y avait un mec qui gueulait « putain, l'hépatite C on peut la traiter, faites-vous dépister !» Et la seule chose que les gens ont retenue, c'est le fait qu'il y avait un mec qui criait entre la publicité pour la lessive et celle pour la voiture. Donc, et ça marche, c'est-à-dire que globalement, c'est sur une stratégie qu'il faut développer, c'est ça. Il faut être dans le choc, il faut choquer les gens et il faut les transformer. C'est le seul moyen, à mon avis, de faire des choses. Il faut faire du bruit, il faut faire du bruit de façon un peu violente. Donc en conclusion, je dirais que les armes thérapeutiques sont disponibles, on peut guérir actuellement plus de 89% des gens, on connaît et on sait aujourd'hui, à l'heure des antiviraux directs, quel est le bénéfice qu'on peut en tirer en termes médicaux, en termes sociétal, on diminue à la fois la morbidité et la mortalité, et le principal problème aujourd'hui, c'est de dépister les patients et de les lier aux soins. Et pour ça, il faut qu'on réforme complètement nos pratiques. Gilles l'a montré tout à l'heure, il faut faire des soins qui soient décentralisés, en communauté, arrêter de vouloir faire venir les gens. Donc il faut modifier tout ça, ce qui prend énormément de temps et d'énergie. Et la première énergie, c'est de lutter contre notre immobilité de soignants, parce qu'on est habitué, on est installé dans des structures, ça marche, ça ronronne, et faire bouger tout ça, c'est un peu violent, mais il faut arriver à le faire si on veut vraiment arriver à pouvoir atteindre les objectifs OMS en termes de guérison. Et l'éducation des professionnels et des patients, ça c'est un point qui est très très important, et je vous engage tous ici à aller voir vos collègues dans les autres services, des gens qui font des choses complètement différentes, demandez à Dieu c'est les cardiologues, hein, parce que la différence entre Dieu et un cardiologue, c'est que Dieu n'est pas cardiologue. Eh bien, allez demander à vos cardiologues si éventuellement ils font des dépistages de l'hépatite C pour tous les mecs à qui ils mettent des stents chaque fois qu'ils ont une petite douleur. C'est pour ça qu'il faut toujours manger avant d'aller voir un cardiologue pour éviter d'avoir un stent. Tout de suite. Ensuite, souvent c'est indiqué, hein, mais enfin, il faut. Eh bien, demandez-leur s'ils dépistent l'hépatite C, vous apercevrez que c'est jamais fait, et y compris à une époque dans laquelle ils ont fait des tas de cathés, des tas de coronaro pendant des années sans réellement changer leur sonde. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Marc. Alors, cette communication est ouverte pour la discussion. Oui. Merci beaucoup, Marc. C'est magnifique exposé. J'ai une interrogation sur la problématique de la stratégie de dépistage, parce que si je comprends bien, au fond, tu dis à la fois qu'il y a des groupes qui sont quand même plus à risque de dépister positif, comme notamment les femmes à partir peut-être de 60 ans, comme tu viens de l'illustrer aussi par la situation dans les prisons. Et puis en même temps, tout ça étant un peu compliqué parce qu'il y a plein de trucs, tu dis que finalement la stratégie, le dépistage de tout le monde, et la stratégie coût-efficace. Ça ne paraît pas d'abord complètement évident parce que sur un pays comme la France, demander un test à n'importe qui, on a en gros une chance sur 1000 qui soit positif. Est-ce qu'une chance sur 1000 d'un test positif comme ça, pour des médecins praticiens, ça va les inciter à faire ce test de façon systématique ? Alors, c'est une excellente question. En fait, si méthodologiquement, si tu veux, en termes de coût-efficacité, l'étude démontre que c'est coût-efficace, y compris quand tu as cette prévalence de 1 pour 1000, parce que tu vas gagner sur le long terme, en termes de ce que tu veux éviter en termes de complications, le problème, c'est comment tu passes à la réalisation pratique de ça. Si tu demandes, en effet, au médecin généraliste qui voit qu'il y a une hépatite C sur 10 000 patients de faire le truc, il ne va pas le faire. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut dépasser ça et que le seul moyen, si tu veux, c'est d'inonder les gens d'informations sur l'hépatite C en leur disant, voilà, il y a une maladie qui est assez simple, qui est assez silencieuse, mais qui peut vous tuer. Et on a le moyen aujourd'hui, et c'est assez unique, de pouvoir la guérir dans tous les cas. Et avec 3 mois de traitement ou 8 semaines de traitement, si tu veux, et sans effet secondaire. Et donc, demandez à votre médecin de tester ça. Et
je pense que ce type de stratégie d'information diffuse au sein de la population, c'est celle-là qui sera à la fin payante. Parce que demander aux médecins de le faire, ça ne marche pas. Et à Londres, où ils ont une attitude dans l'Est de Londres, donc en Angleterre, le système de santé, chaque citoyen a un GP referent, donc en fait il est associé à un médecin généraliste. Ils ont pris tous les médecins généralistes des quartiers Est de Londres, où il y a une énorme communauté pakistanaise et indienne, avec une prévalence importante. Ils sont aperçus que globalement, quand ils prenaient l'ensemble de la communauté sur les données épidémiologiques, eh bien, il y avait très peu de gens qui étaient dépistés. Ils ont payé les médecins et ils ont fait une stratégie dans laquelle ils ont donné 10 livres par dépistage d'hépatite C. Ils ont augmenté, alors on est passé, si tu veux, de 10 à 20% de dépistage. Donc il y a une augmentation qui a un coût, donc ça marche, mais c'est coûteux. Et donc ce type de stratégie, tu peux le répéter, ça a été fait aussi aux US dans certaines circonstances, mais les US, tu vois, c'est une caricature. Quand les mecs présentent les résultats aux US et que tu oublies simplement de dire que tu as 41 millions de personnes qui sont exclues et que tu as énormément de groupes où tu as des endroits entiers, des États entiers où tu as 50% des villes ou des villages dans lesquels tu as l'hépatite C et que tu as zéro dépistage qui est fait et zéro accès aux soins, tu hallucines, quoi, tu hallucines. Justement, dans cette stratégie, Marc, quels sont les généralistes qui peuvent prendre en charge donc les patients hépatite C? Alors en fait, ce que tu vois, mais oui, tu le vois en France comme en Australie, c'est-à-dire que qui va au début prendre en charge ça? Essentiellement les médecins généralistes qui sont concernés par la substitution, qui ont en fait des patients usagers de drogue, c'est ceux-là qui sont impliqués et c'est pour ça que la généralisation de la prescription est une très bonne chose parce que en fait tu évites, en fait c'était complètement con, c'est-à-dire qu'en fait globalement il y a des médecins dans nos équipes parce qu'ils n'étaient pas, si tu veux, patho-gastro-entérologues, qui sont vus interdire de prescrire des antiviraux directs alors qu'ils prescrivaient de l'interféron, de la ribavirine et des traitements par protéase de première génération. Donc là, on hallucine de conneries. Donc en fait, ça s'est immédiatement arrêté. Mais donc ça donne ça. Mais aujourd'hui, le fait de dire que les médecins généralistes, c'est eux les majeurs prescripteurs, quand tu vois les chiffres australiens, en fait, il y a eu ça a pris à peu près 7 mois entre la date où ils ont ouvert la prescription à tous et où tu vois l'augmentation de la part des généralistes dans la prise en charge des patients en Australie. Mais c'était essentiellement des médecins généralistes qui étaient impliqués soit dans un programme de substitution, soit dans des programmes de prévention type échange de seringues, ou qui travaillaient dans des structures, si tu veux, qui étaient largement dans des zones où étaient concernés par l'usage de drogue. Ils ont exactement le même problème aujourd'hui pour toucher tous les généralistes australiens qui sont dans le bush, dans lequel là, va expliquer au mec du bush que sur les 300 malades qu'il a, il y en a un qui a l'hépatite C et qu'il faut le dépister, c'est toujours aussi compliqué. C'est pour ça que je pense que le seul moyen de dépasser ça, c'est vraiment d'inonder les gens d'informations. Il faut parler à la population, il faut arrêter de parler aux médecins. Christine et après complètement aller dans ton sens, Madame voilà. Maintenant les médecins sont des relais, ils vont répondre aux questions, etc. Il faut qu'on trouve les moyens, mais on a quand même toute la planète portable, quoi, je veux dire, donc il faut arriver à relayer et avoir mon statut, mon passeport VIH, hépatite C, hépatite B, comment je suis et comment je suis vaccin. On ne va pas parler de papilloma, mais mes vaccins indispensables. C'est ça, il faudrait créer ça, ces campagnes-là, parce que quand on voit le succès d'applications pour voir la qualité de la nourriture, ceci, cela, je veux dire, on ne peut pas imaginer que les humains ne vont pas se préoccuper de leur santé. Donc il faut qu'on arrive, et ça va être compliqué, parce que les médecins ou les professions de santé ne font pas bien, mais il va falloir basculer. Tout à l'heure, on disait, il n'y a pas de société, il n'y a pas de société, il n'y a pas d'activistes. Je veux dire, sur l'hépatite B, quand on voit le monde, et quand on connaît des gens en Afrique, on en connaît plus en Afrique qu'en Asie, mais qui n'a pas perdu quelqu'un de cancer? Donc, ça suffit, les activistes, qui n'a pas dans son entourage, donc ça, il faut s'organiser. Mais c'est globalement une réflexion. C'est plus que les gens de santé publique. Les gens de santé publique, ils apportent des éléments. Après, il y a effectivement le police, mais c'est la population qui doit devenir activiste sur ces sujets à 10% de prévalence, etc. Et je sais pas, j'espère qu'un jour, en tout cas, je vous garantis qu'à Dakar, on va parler de papilloma. Je veux dire, c'est juste pas possible quand on voit qu'on a une vaccination efficace et quand on voit les ravages. Donc, mais ça, la population, elle ne le sait pas. On lui
confisque, on ne donne pas de cette information. Et ça va être compliqué parce que quand il s'agit de vaccins, en France, on vit une période difficile, mais globalement, donc il faut inviter les gens qui réfléchissent, les applications, les machins, les trucs, d'avoir des infos. Il y a une autre possibilité que je vous suggère, c'est Taïwan. Taïwan, le responsable de l'accord Triville est actuellement le vice-président de Taïwan. Donc ça a changé complètement la stratégie. Maintenant, on va aller voir Macron. Donc, maintenant, prends la ville de Marseille. Mes copains taïwanais m'ont expliqué que c'était pas un souci, si tu veux, pour s'occuper des problèmes, puisque en fait les programmes hépatite B, hépatite C à Taïwan marchent très bien. En effet, comme c'est le responsable de Riville qui est maintenant vice-président des pays, ça aide beaucoup. Allez-y, madame. Réponse courte. Merci. Marc, tu as beaucoup de questions. Donc, Nabil, tu vois ce qu'il te reste à faire. Hakim Hemish, infectiologue. Je vous remercie vraiment, merci pour cette plénière, elle est extraordinaire, et merci pour votre présentation. Je reviens sur la prescription des AAD par les généralistes. On a daigné mettre des infectiologues dans le comité, et je suis marocaine, dans le comité qui conseille le ministère de la Santé sur la prise en charge des hépatites, mais on se bat contre nos collègues gastro en leur disant si on ne donne pas aux généralistes le droit de la possibilité de traiter, c'est un échec. Non, 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 non. On va demander aux généralistes de dépister, mais ils n'auront pas le droit de traiter. On va voir les généralistes, moi j'ai dépisté, c'est le gastro qui va se mettre plein d'argent dans la poche parce que c'est lui qui va traiter. Et j'en reviens que des choses qui sont devenues évidentes pour nous, infectiologues, maintenant on en est à la démédicalisation même du dépistage, eh bien nos collègues gastro, ils en sont encore à ça, c'est moi, il n'est pas question que quelqu'un d'autre y touche. Concernant les 6500, je crois que notre responsable des hépatites au ministère de la Santé est dans les parages, mais sinon je pense que c'est les assurances maladie qui ont dû donner l'information et l'industrie pharmaceutique. C'était marqué assurance privée en fait. Il y avait aussi l'assurance publique, mais qui prenait en charge. Si vous lisez le rapport de l'OMS là-dessus, parce qu'en fait il y a un petit chapitre sur le Maroc, et c'est là-dessus que je l'ai tiré sur le dernier rapport qui a été publié là en juin 2019. Et en fait, c'est ces chiffres-là. En plus, les rapports de l'OMS, vous voyez bien, les chiffres du rapport 2019, c'est 2017. C'est une très lourde machine, en fait, pour essayer d'acquérir les informations et les données sur quelle est l'évaluation, quel est le scale-up du traitement, c'est-à-dire comment ça augmente progressivement. C'est très compliqué. Ça donne une bonne image de ce qui reste à faire, et le travail est énorme, hein, mais... Alors, je me suis amusé dans mon hôpital à faire... J'ai fait un petit questionnaire que j'ai donné à tous les médecins. Donc, je me suis baladé pendant 2 mois avec ce questionnaire. Je les emmerdais à chaque coin de couloir à leur faire remplir pour savoir donc s'ils dépistaient l'hépatite C ou pas. 25% ne dépistaient jamais l'hépatite C. Il y avait 17% qui dépistaient l'hépatite C toujours, mais une fois que j'avais enlevé les sages-femmes qui le font systématiquement dans la grossesse, je tombais à 8%. Ces 8%, c'était qui? C'était les médecins d'oncologie. Bon, c'était rassurant. C'était avant les chimios, les mecs s'assuraient qu'il n'y a pas d'hépatite B, d'hépatite C. Ça m'a plutôt rassuré à ce niveau-là. Et le reste faisait un dépistage en fonction des facteurs de risque. Donc j'ai demandé c'est quoi les facteurs de risque. Donc j'avais listé un certain nombre de facteurs de risque. Donc l'usage de drogue, 100%. Le deuxième, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Donc là, tombe de haut, c'est-à-dire que l'hépatite C, maladie sexuellement transmissible, à part le problème de la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes avec des pratiques à risque, le reste, c'est pas franchement une maladie sexuellement transmissible. Bon. Et ensuite, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que 80% considéraient la transfusion avant 89 comme un facteur de risque. D'avoir plus de 50 ans, c'était un facteur de risque uniquement pour simplement 30% des gens. D'avoir eu des unsafe medical practice avant 89 ou avant 90, qui est quand même une cause importante, c'était aussi 30%. Donc globalement, il y a une information, un défaut d'information qui est énorme au sein de toutes les communautés. Ce qui est la responsabilité d'abord des communautés pathologiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire passer le message au sein de tout le monde. Mais c'est aussi compréhensible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas demander, nous je pense qu'on est nuls sur l'évaluation des facteurs de risque cardiologiques, ou du moins on n'est pas très bon. Donc en fait, et on ne peut pas être bon dans tout, donc c'est évident que c'est un problème d'information.
Et je crois que, bon, il faut se battre, mais comme la communauté médicale en général est une communauté quand même assez conservatrice, les efforts à faire sont beaucoup plus importants que si vous adressez à la population générale. C'est pour ça que je pense que les deux stratégies, la stratégie de s'adresser à la population générale, c'est une bonne stratégie, parce que c'est comme ça que les gens viendront voir leur médecin et qu'on arrivera à augmenter un petit peu les prises en charge et les traitements. Je profite du micro, parce que j'ai le micro, pour vous poser une deuxième question éthique qui se pose à nous encore au Maroc. Devons-nous dépister pour l'hépatite C? On va bientôt avoir un traitement, mais il n'est pas généralisé du tout. L'hépatite B, on ne le traite pas en dehors des co-infections. Devons-nous dépister des personnes à qui nous n'avons rien à proposer? C'est une bonne question. En fait, le seul intérêt de dépister des personnes, vous allez dire, à qui on n'a rien à proposer, à cause du coût des traitements ou du fait parce qu'il y a deux situations, il y a la population de gens qui n'ont pas d'accès au traitement. Oui, je pense que c'est aussi un argument militant, il faut les dépister parce que globalement, c'est comme ça qu'ensuite on a les moyens de pression pour faire pression sur les pouvoirs publics pour dire c'est bon, les malades sont là, vous allez laisser mourir les patients, vous prenez 3 exemples, vous ramenez les caméras de la TV marocaine ou d'une TV autre et vous leur montrez. C'est ça qu'il faut arriver à faire. Donc oui, dans ce sens-là, c'est une stratégie politique, c'est-à-dire la stratégie politique, c'est qu'il faut arriver à ensuite récupérer les traitements pour ces patients. Une dernière question avant la pause café. Merci pour votre excellente communication. Juste une remarque amicale. Vous avez dit tout à l'heure, donc dans une question que j'avais posée, que en termes de plaidoyer, de stratégie, c'est les politiques, c'est un peu difficile donc pour arriver donc en termes de stratégie. Mais j'ai vu que dans une de vos plaques, notre responsabilité politique est apparue dans la plaque lorsque vous avez dit on fait une stratégie calquée sur le mandat du député au bout de 5 ans. Donc, quelque part, on a tous cette responsabilité politique et on doit prendre éventuellement peut-être un niveau à l'autre. Oui, non, mais je pense que c'est vrai, on n'est pas très bon pour ça. De dire, dans la communication et dans la stratégie, il faut s'inspirer des associatifs. Les associatifs ils ont d'abord une expérience qui est bien meilleure et en plus, ils savent faire. Mais je pense qu'il faut que les médecins et les communautés scientifiques s'en inspirent parce qu'il faut faire bouger les choses. Quand je vois mes amis américains qui réagissent, moi ça m'impressionne toujours. Comment on peut être médecin aux États-Unis et accepter ce qui se passe? Comment? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on peut. C'est une conception. C'est-à-dire que soit la conception qu'on a, c'est qu'on fait ce métier parce qu'on a envie d'aider son prochain, on a envie de faire des trucs. Si la conception, c'est uniquement d'avoir une bonne situation financière, oui, d'accord, à ce moment-là, on s'en fout. Mais donc, merci. La dame va poser une dernière question, parce qu'elle avait demandé la parole tout à l'heure. Merci beaucoup. En fait, ça sera juste une réponse à une question qui a déjà été soulevée par M. Bourlière lors de son exposé. D'abord, je me présente, c'est Ptissam Khoudri. Approchez le micro, s'il vous plaît. Oui, alors c'est Ptissam Khoudri du programme IST, SIDA et hépatite virale, ministère de la Santé Maroc. Vous avez posé la question tout à l'heure par rapport aux données qui ont été rapportées par l'OMS sur le nombre estimé des patients mis sous AAD pour l'hépatite virale C. Eh bien, ce sont des données qui ont été rapportées par le programme, par le ministère de la Santé, en se basant sur les rapports et les estimations qui ont été faites par la Société marocaine des maladies de l'appareil digestif. Et cette même société savante, elle s'est basée sur le nombre estimatif des prescriptions durant l'année. Par rapport à des molécules qui étaient déjà connues, existantes dans le marché, et par rapport aussi au nombre de prescriptions qui sont déclarées par les gastro-entérologues membres de cette association. D'accord. Voilà, je vous remercie. Mais du coup, on peut penser que, parce qu'il y a peut-être d'autres patients qui ont été traités par les infectiologues, par exemple, au Maroc. Eh ben, j'imagine que oui, mais ces patients-là n'ont pas été pris en compte simplement par le fait qu'ils ont été peut-être sous-déclarés. Ouais. Et ça soulève un autre problème qui est global. Et par exemple, en France, on n'a aucun système d'évaluation correcte des choses et de centralisation des choses. Et je pense que l'exemple australien, pour ça, c'est un bon exemple parce que le Kirby Institute qu'ils ont, en fait, ils ont des moyens humains de centralisation des données.
Et ils envoient des gens directement à partir de Kirby dans les différentes régions d'Australie, ce qui est fait. Et nous, ça nous manque drastiquement. Hein, c'est qu'on est très... Le baromètre que je vous ai montré, il est fait aussi à partir des ventes faites par... donc on a les chiffres des traitements qui sont donnés chaque année. Donc on sait ça. Est-ce qu'on est vraiment exhaustif? Et notre grand problème en France, c'est quel est le chiffre de départ? La dernière enquête qu'on ait faite épidémiologique valable, avec des bonnes méthodologies, c'était 2004. Depuis, en fait, on n'a pas eu d'enquête qui était faite. L'enquête INVS de 2004, c'est la base des données. Mais du coup, on manque complètement de cette surveillance. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à implémenter, que font beaucoup mieux que nous les anglo-saxons, parce qu'ils ont une stratégie d'évaluation des choses qui est beaucoup plus systématique que l'on a. Et nous, pour ça, on n'est pas bon. Hein. C'est-à-dire que si tu prends les systèmes français, les systèmes italiens, enfin, tous les systèmes des latins, c'est mauvais. Et mais ça va être déterminant, hein, parce que si on veut évaluer les stratégies, à part l'Islande où c'est facile, le reste c'est compliqué, quoi. Hein. Merci beaucoup Marc. Avec ta permission, on va clôturer cette première session. Merci aux orateurs et merci au public.